Chatzkele, spiel mir a Kasatzkele, Chotschan Urem Kedochach, Watzkele, Urem is nicht gut, lo mir sich nicht schämen mit unser eigen Blut. Chatzkele, spiel je mir a Dume, Chotschan Urem abi afrume, Urem is nicht gut, lo mir sich nicht schämen mit eigenem Blut. Chatzkele, spiel je mir a Semele, Farad Rayeru oif Chatzkes Kremele, Urem is nicht gut, lo mir sich nicht schämen mit eigenem Blut. Chatzkele, spiel mir a Kasatzkele, Chotschan Urem in Kefort Amume, Urem is nicht gut, lo mir sich nicht schämen mit eigenem Blut. Nicht kein Gebetene, allein gekommen, Chotschan Urem Kefort Amume, Urem is nicht gut, lo mir sich nicht schämen mit eigenem Blut. Urem is nicht gut, lo mir sich nicht schämen mit eigenem Blut. Bonjour à vous tous. On va commencer cette séance. Alors déjà, je remercie Étienne qui s'occupe de la technique. Tu as un problème? Donc, qui va prendre en charge de façon optimale la technique. Et je remercie surtout Paulette Gelé qui a accepté de témoigner devant notre classe. C'est un grand honneur pour moi puisque Paulette n'a pas l'habitude de témoigner. C'est la deuxième fois seulement qu'elle témoigne. Donc je te remercie, c'est un honneur. Franchement, c'est un honneur. Alors, dans un premier temps, je vais un tout petit peu resituer ce témoignage dans ce qu'on a étudié en classe. Donc, normalement, tout ce que je vais vous dire là, normalement, ce sont des acquis de connaissances, mais peut-être qu'un petit lifting d'un apport, d'un petit souvenir de ce qui était apporté en cours, c'est pas forcément inutile. Alors, Paulette est née en 1936. À 6 ans, elle a été arrêtée parce qu'elle était juive. Parce que ce que Paulette ne savait pas, c'est que son assassinat avait déjà été inscrit par Hitler, qui a décidé de la solution finale, souvenez-vous, en juin 1941, lorsque la Wehrmacht a franchi la frontière soviétique. Alors, cette extermination a été menée à bien, si je peux m'exprimer ainsi, grâce à des nouvelles techniques, notamment les gazages et l'extermination, la Shoah, c'est un mot hébraïque qui signifie le médusage, la pétrification a été menée pratiquement à son terme. À la suite de la guerre, en 1945, le bilan est accablant. Le judaïsme d'Europe de l'Est a disparu. La langue yiddish, une langue parlée par quelques 10 millions de personnes, est totalement moribonde, malgré l'effort des survivants et de leurs descendants pour maintenir un minimum de vie sur cette culture assassinée. Ce que Paulette ne savait pas non plus, c'est qu'un autre homme avait décidé de collaborer à son arrestation et à son assassinat, en la personne du maréchal Pétain, le dirigeant du gouvernement de Vichy, et le maréchal Pétain a collaboré à la Shoah, a collaboré du moins dans sa mise en œuvre et dans la traque des populations juives. Alors, on a vu en cours, on a essayé de repérer une des racines de cet antisémitisme de Vichy, et souvenez-vous, on l'avait localisé dans une affaire qui avait défrayé la fin du XIXe siècle. Il s'agit de l'affaire Dreyfus. Alfred Dreyfus a été soupçonné, accusé de haute trahison, puis condamné à perpétuité. Ce capitaine irréprochable a été condamné parce qu'il était juif. Et là, en France, on a vu se dresser deux parties de la population française. Les Dreyfusards, qui, conscients de l'illégitimité de cette justice,
qui représentaient les forces démocratiques et républicaines, ont exigé un nouveau procès qui allait innocenter le capitaine Dreyfus. Mais en face s'est dressée aussi la France de l'ombre, de la collaboration, de ce qui va devenir la collaboration, de l'antisémitisme, et qui a pu distiller dans son vocabulaire, dans ses meetings, dans ses tracts, des textes totalement nauséabonds et antisémites. Alors, cet antisémitisme, on l'avait retrouvé, souvenez-vous, dans les années 30. Avec l'émergence des ligues fascistes, on avait étudié un texte, souvenez-vous, de Solidarité française. Vous vous souvenez de la teneur du texte, les appels à la haine contre l'étranger, la haine du juif qui était considérée comme intrinsèquement traître. Vous vous souvenez de ces textes nauséabonds. Mais de nouveau, en face, se sont dressées des forces démocratiques qui ont tenté de faire frein à ces ligues fascistes face au danger, vous vous souvenez, de l'émeute du 6 février 1934. Ce sont les forces du Front populaire. Et en 1940, il y a eu la débâcle. Il y a eu la débâcle militaire et la prise du pouvoir par le maréchal Pétain. Et là, ça nous pose un petit problème parce qu'on se rend compte à la lecture de cette histoire que notre démocratie est fragile. En effet, Pétain, il n'a pas pris les pouvoirs tout seul. C'est la majorité des députés qui ont voté pour lui accorder la totalité des pouvoirs. Et ces députés avaient été démocratiquement élus dans un projet démocratique, mais soudain, voilà la majorité des députés qui décident que la démocratie n'est plus de mise et qui vont lancer la France dans une aventure totalitaire. Et la France va rentrer dans une dictature, la dictature de Vichy, Pétain détient les pleins pouvoirs. Et très vite, cette dictature va montrer son caractère antisémite, puisque dès octobre 1940, donc 4 mois après sa mise en place, Pétain lance la France dans la collaboration avec les nazis, mais aussi fait promulguer le premier statut des Juifs, la première des nombreuses lois antisémites que va produire cet État. Donc en fait, l'affaire Dreyfus peut être vue un petit peu comme une revanche. Pardon, 1940, la collaboration peut être vue aussi comme une revanche de l'affaire Dreyfus. Parce que l'État républicain s'est effondré. Alors, un pays comme notre pays, pays des droits de l'homme, patrie des droits de l'homme, pays du droit d'asile, est devenu antisémite. Ben oui, il est devenu antisémite et ça s'est fait de manière très efficace puisque Pétain a déjà autorisé l'arrestation des Juifs, puis ensuite il a participé à la traque des Juifs et à leur arrestation, déjà les Juifs étrangers, puis ensuite les Juifs français, puis ensuite les enfants que les nazis ne demandaient pas encore. Donc là, il y a une responsabilité très, très, très forte. Et le premier convoi des Juifs vers Auschwitz, eh bien, c'était le 25 mars 1942. Et lorsqu'on voit la liste des convois, vous vous souvenez, on les avait comptés, il y en a 79. Là, les gazages ne sont pas encore mis en place, ils seront mis en place avec la rafle du Veldiv. Souvenez-vous de la date, 16-17 juillet 1942. Et eh bien, le lendemain, la rafle du Veldiv, eh bien, Paulette Widawski, c'est ton nom de jeune fille, sa grande sœur Rosette et leur maman Frania sont arrêtées. Donc, leur petite histoire s'inscrit dans une énorme histoire d'arrestation et d'extermination. Alors là, on vient de voir le côté sombre de notre pays, de cette page d'histoire. Mais face à eux, il faut savoir qu'il y a aussi des pages de lumière, puisque, notamment, nous avons vu il y a 15 jours le président Chirac honorer ces Justes des Nations au Panthéon. C'est un lieu prestigieux. Qu'est-ce que sont les Justes des Nations? Tout simplement, ce sont ces hommes, ces femmes qui ont sauvé une vie juive ou plusieurs vies juives, souvent dans l'anonymat le plus complet et pour des motivations diverses. Alors, on les appelle comme on veut, Justes des Nations, Justes tout court, ou résistants, c'est pas le problème. Par contre, il faut prendre bien conscience de l'importance de leurs actes parce que les conséquences vont être incommensurables. Car il y avait 330 000 Juifs de France, étrangers ou français, qui foulaient notre sol. Et sur ces 330 000, 250 000 ont survécu. Et la plupart ont survécu grâce à des solidarités, à de la complicité, à des mains tendues à l'œuvre des Justes des Nations. Bien. Donc ça, c'est tout à l'honneur de notre pays. Par contre, pour Frania Widawski, pour Rosette et Paulette, leur route n'a pas croisé la route de Juste. Elles ont été arrêtées.
Et Paulette et sa sœur aînée ont été déportées à Bergen-Belsen, dont on a vu la localisation sur la carte la fois dernière. Alors, le retour de ces deux petites filles, hein, une qui part, elle a 8 ans, la grande sœur, elle a 12 ans, c'est ça, lorsque vous êtes déportée à Bergen-Belsen. À Bergen. Eh bien, le retour tient du miracle, hein, puisque 75 000 gens de France ont été déportés, ce qui est énorme. Hein, et seulement, sur ces 75 000 déportés, seulement 2500 vont revenir. Et parmi eux, eh bien, deux petites filles, hein, de 13 et 9 ans, qui sont venues. Alors, miracle, pas tout à fait, parce que miracle, c'est quand même un terme religieux. C'est sûr qu'en 1945, les survivants juifs se sont retournés et ont réfléchi beaucoup, évidemment, la place de Dieu dans cette aventure, puisque Dieu était quand même très, très absent. Et quelqu'un comme Hans Jonas, peut-être vous l'étudierez, a été très, très clair. Hein. Il a tenté de sauver Dieu, bon, c'était son chemin. Et il a dit, le miracle, hein, le miracle, c'est dans l'homme. Hein, il ne faut pas attendre le miracle de la divinité, dit-il. Le miracle, c'est dans l'homme. Et il est bien évident que le miracle du retour de Paulette se situe dans Rosette, sa sœur aînée, qui va la soutenir, qui va la protéger. Et le miracle du retour de Rosette, et bien sûr, il réside dans la petite Paulette, hein, qu'il fallait soutenir. Hein. Donc, c'est un acte de résistance que vous avez mené là. Alors, la dernière chose, c'est que j'aimerais parler de ce qui s'est passé après la guerre. Parce qu'après la guerre, face au génocide, eh bien, il y a eu plusieurs étapes. Hein, c'est quand même une affaire un peu gênante, hein, et aucun des chefs d'État, de Gaulle à Mitterrand, n'a accepté de reconnaître la responsabilité de l'État de Vichy, de l'État de Pétain dans cette affaire. Hein. Et ça freinait un petit peu aussi les jeunes générations qui voulaient se retourner sur ce passé, qui était gênant, mais qu'on sentait qu'il était crucial pour l'avenir du pays. Et ce n'est qu'en 1995 où M. Chirac a pris des décisions très, très importantes et il a reconnu très clairement, très officiellement, la responsabilité, sinon la culpabilité, du régime de Vichy dans la déportation des Juifs de France, hein, qu'ils soient étrangers ou français. Hein. Et ça, c'est très important, hein, parce que ça nous permet à nous, génération d'après la guerre, à vous, la génération montante, de se retourner sur ce passé sans être pétrifié, de le regarder sans vaciller et d'en étudier. Et les pages d'ombre, hein, de la collaboration Vichy, les arrestations, les dénonciations. Et cette étude de ces pages est très importante. À l'heure où, en 2007, hein, on entend des chefs d'État hurler la haine contre les Juifs, on entend des populations fanatisées hurler au meurtre, et on voit même dans notre pays réémerger un antisémitisme qui étreint une partie des jeunes générations perdues. Hein. Donc, face à cette force de ce témoignage, de ces pages dont on va pouvoir se positionner en tant que résistant grâce à la lecture des pages de lumière, hein, c'est-à-dire des pages des résistants, des pages des justes des nations, de leur courage, car c'est au péril de leur vie qu'ils ont sauvé des vies. Hein. Et donc ça, c'est une leçon d'histoire, hein, pour le présent et l'avenir. Avant de donner la parole à Paulette, j'aimerais rendre hommage au père de Paulette, Moïsek Widawski. Émigré de fraîche date en France, il a fui la Pologne. Dès 1939, amoureux de ce pays dont il n'était pas encore le citoyen, amoureux de la patrie des droits de l'homme et de cette patrie d'asile, il s'est engagé comme soldat dans notre armée, hein, pour défendre les valeurs françaises face à la barbarie nazie. Hein. Donc c'est un patriote. Hein, en tant que tel, eh bien, nous lui devons reconnaissance. Hein. Sauf que la France de Vichy n'a pas vu ce patriotisme et s'est permis d'arrêter sa femme, Frania, ses deux filles, Rosette et Paulette. Mais Paulette et Rosette sont revenues, leur maman, non. Il faut en pleurer la disparition. Et Rosette et Paulette, par leur acte de courage, leur désir de vie, ont mis un grain de sable dans le rouage de cet énorme rouleau compresseur qui a été le désir et la mise en marche et l'exécution de l'extermination. Je te laisse la parole, Paulette. Ce n'est pas évident. On a le temps, nous avons tout notre temps. En fait, mon père est arrivé de Pologne en 1930, seul, sans sa femme.
le temps de trouver un endroit où vivre, travailler. Et quand il a fait venir sa femme, elle était enceinte de ma sœur aînée, qui est née en 31. Nous vivions dans un quartier populaire où tous les enfants jouaient dans la rue. C'était, disons, beaucoup plus facile qu'actuellement de jouer dans la rue. Et au début de la guerre, mon père s'est engagé, mais n'étant pas français, il y avait 2 divisions polonaises qui se battaient en France aux côtés de l'armée française. Donc il a été muté dans une des 2 divisions polonaises. Très vite, il a été prisonnier. Et les lois allemandes prétendaient, c'est ce que j'appelle prétendaient puisqu'elles ne les ont pas respectées, que les familles dont le mari et le père étaient prisonniers de guerre ne devaient pas être arrêtés. Donc à Reims, à Nancy, la première rafle a eu lieu le 19 juillet 1942. Ma mère était prévenue. À Nancy, il y avait un commissariat où 7 policiers faisaient de la résistance et par un système de bouche à oreille avaient prévenu pratiquement tous les juifs de Nancy de cette arrestation. Beaucoup ont pu se cacher, ont pu se sauver, d'autres sont passés en zone libre. Ma mère avait préparé nos affaires, notre petit sac à dos, une valise pour elle, 2 valises. Et une voisine lui a dit, mais écoutez, Françoise, ne bougez pas, vous êtes une femme de prisonnier de guerre, on ne viendra pas vous arrêter. Ma maman l'a écoutée, hélas pour elle. Parce que tôt le matin, le jour commençait à se lever, l'heure je ne la sais pas exactement, 2 policiers français sont venus nous chercher. Nous sommes partis à pied jusqu'au commissariat qui n'était pas très loin de chez nous. Et là, les femmes ont été séparées des mères. Les mères ont été emmenées tout de suite, certaines à la prison de Nancy, d'autres dans des casernes. Et nous, les enfants, nous étions, je crois, au moment de cette arrestation, 15 enfants. On nous a transférés dans une maison de retraite en attendant de décider de notre avenir. Parce qu'à cette époque, les Allemands ne nous demandaient pas à ce qu'on arrête les enfants. Donc nous étions en suspens. Et j'ai su plus tard que ma mère est partie par le convoi numéro 11 à Auschwitz. C'était dans les premiers convois. Nous sommes restés un petit peu dans cette maison de retraite et ensuite les Allemands nous ont emmenés à Écrouves. Écrouves était pour l'est de la France ce que représentait Drancy pour la région parisienne. C'était le Drancy, si vous voulez, de l'est de la France. Nous sommes restés un certain temps, là, évidemment, bon, on commençait à souffrir de la faim, de l'inconfort. Nous étions des petites filles tellement gâtées que c'était difficile pour nous. De ce camp d'Écrouves, nous avons été transférés à Drancy. En 1942, Drancy n'était pas ce qu'il était en 1944. C'était des grands bâtiments qui n'étaient pas... La construction n'était pas terminée. Nous sommes restés, disons une quinzaine de jours à Drancy. Et grâce à une tante, une sœur de ma mère que nous avons retrouvée là, elle nous a dit, vous savez, vous avez une chance. Votre père est prisonnier de guerre, je pense qu'on peut vous sauver. Elle nous a emmenés dans les bureaux administratifs de Drancy. Et effectivement, nous sommes sortis du camp de Drancy pour nous retrouver dans les maisons de l'UGIF. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est. L'UGIF, c'est l'Union Générale des Israélites de France. Ce sont des organismes qui avaient été créés par les Allemands, justement pour ces enfants dont ils ne savaient quoi faire. Donc tous ces enfants étaient répertoriés. Il y avait plusieurs maisons dans la région parisienne. Et donc nous sommes restés en stand-by dans ces maisons pendant 2 ans. Nous en avons fait une. Nous nous trouvions bien sûr très malheureuses.
Et la deuxième, qui est à Montreuil-sous-Bois, nous sommes restés 1 an et demi là. 1 an et demi prisonnières malgré tout. Nous allions à l'école, moi très peu, dans la mesure où j'étais tout le temps malade. Et ma sœur, quand elle rentrait de l'école, essayait de m'apprendre les rudiments de la lecture, du calcul, avec ses moyens et ses capacités. Et nous sommes restés là dans une ambiance chaleureuse. Nous étions les moniteurs, les gens qui dirigeaient cette maison d'enfants étaient juifs également, donc s'occupaient très bien de nous. Moi, je ne sortais pas, nous ne sortions pas. Et nous savions qu'il fallait faire attention. Certains enfants allaient en classe et ne reparaissaient pas au centre. Et c'était dangereux pour ces dirigeants parce que si les enfants disparaissaient, ils pouvaient être arrêtés également. Mais bon, ils acceptaient que ça se fasse à la sortie de l'école ou au cours d'une promenade. Donc certains enfants ont pu être sauvés de cette façon. Et on savait qu'une rafle allait avoir lieu et les monitrices nous disaient « Il faut que votre sac soit toujours prêt. Dans cette maison, il y a une sortie sur la rue, une sortie au bout du jardin, donc si les Allemands arrivent, il faut se sauver. » Malheureusement, les 2 sorties étaient gardées. Nous avons été arrêtés le 20 ou le 22 juillet 1944, très peu de temps avant la libération de Paris. Vraiment, ils voulaient tuer tout ce qui restait de juifs en France. Et le même soir, ils ont arrêté des enfants de toutes ces maisons. Il y en avait plusieurs. Il y en avait dans la région parisienne, autour de Paris, et dans toutes ces maisons, les enfants ont été arrêtés et déportés. Nous sommes arrivés de nouveau, une seconde fois, à Drancy. Là, les conditions s'étaient un peu améliorées, la route principale était bétonnée, disons qu'il y avait une petite organisation. Et nous étions 15-20 enfants, avec les monitrices qui dormaient là. Toutes ne dormaient pas dans ce centre, mais beaucoup y restaient. Et nous voulions rester avec ce groupe d'enfants et ces monitrices, nous ne voulions pas les quitter. Une des monitrices nous a dit « Pas question, vous avez une chance. » De nouveau, direction des bureaux administratifs de Drancy. Les autres ont été déportés. Tous les enfants, toutes les monitrices ont été déportées, et ma sœur et moi, nous sommes les seules survivantes de cette maison d'enfants. Donc nous sommes restés peu de temps à Drancy, 2 jours. On nous a dit, vous allez partir dans un bel endroit, ce genre château, vous allez vous retrouver avec d'autres enfants, on va bien s'occuper de vous.